en remerciant tout le monde d'avoir été au rendez-vous. C'est un plaisir pour moi de recevoir chaque fois d'illustres Sénégalais, d'illustres Africains, d'illustres non-Africains aussi, parce que ça arrive, parce que ces panels sont ouverts à tout le monde dès lors que ça regarde le numérique. Ça s'appelle les après-midi de la tech. Nous les animons depuis bientôt 2 ans. Au mois de mai, nous aurons 2 ans, Inch'Allah. Et depuis, nous avons cette chance de toujours avoir les grands acteurs du numérique au Sénégal comme ailleurs pour débriefer les grandes tendances de l'actualité. Et dernièrement, on a beaucoup parlé souveraineté numérique avec l'inauguration du centre de données du Sénégal à Diamniadio, qu'on appelle pour aller vite le data center de Diamniadio. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un Tourando, Ousmane Bob. Bonsoir. Bonsoir Ousmane. Bonsoir, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous avez d'autant plus accepté avec rapidité que nous vous avons mis au courant il y a seulement quelques jours, mais malgré tout cela, vous êtes avec nous cet après-midi. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons parler de beaucoup de choses qui regardent le centre de données du Sénégal à Diamniadio, de souveraineté numérique, de politique des données, mais également de transformation digitale. On en parle beaucoup, un mot peut-être sur lequel tout le monde n'a pas la même compréhension, parce que pour certains, il s'agit d'avoir des réseaux sociaux, d'être connecté pour se croire un peu au cœur de la transformation digitale. Vous allez nous dire ce que c'est très rapidement pour mieux entendre ce que vous allez nous dire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours? Je l'ai fait, mais ce serait bien que vous le fassiez vous-même avec votre propre voix, comme vous êtes avec nous cet après-midi. Oui, merci Ousmane. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers votre panel. Donc, je m'appelle Ousmane Bob, je suis le manager de data center de Diamniadio. Oui. Donc, du coup, très rapidement pour mon parcours, c'est un parcours que j'ai fait essentiellement en France et à Londres. J'ai quitté le Sénégal après mon bac. Par la suite, j'ai fait un DEC mathématiques informatique appliquée aux sciences à l'Université Paris 12. Après, c'était l'occasion de faire les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs, ce qui m'a amené à aller à l'Université Paris Dauphine, où j'ai fait là-bas une MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Donc, à la suite de l'Université Paris Dauphine, j'ai commencé tout de suite à travailler au niveau des boîtes de conseil, et de services plutôt parisiennes. Oui. J'ai commencé comme ingénieur de développement en Java J2E sur les langages à l'époque jusqu'à présent. Quand on sort de l'école, tout de suite, on fait du développement. Voilà, nous, on a été formés pour faire beaucoup de développement, développement logiciel. Et au bout de 2 ans, il y avait un besoin fort sur un projet de BI, Business Intelligence. C'est ce qui m'a poussé avec mon client à faire un master spécialisé en business intelligence à l'école d'ingénieurs Supinfo Paris. Donc, c'était une formation en formation continue, ce qui me permettait de continuer à faire mes missions. Mais cette formation-là, en fait, m'a permis de découvrir le monde de la BI, même si j'avais déjà des compétences en base de données ou sur quelques problématiques de données. Mais c'était une formation qui me permettait vraiment d'être architecte BI. Donc, à l'issue de la formation, j'ai fait pas mal de missions sur les data, sur la business intelligence, sur toutes les étapes, tous les outils, toutes les solutions qui existent actuellement sur le marché. 2-3 exemples, la suite Oracle Business Suite, d'autres suites aussi comme SAP BI, et aussi en tant que consultant BI, des solutions BI qui étaient dans le marché. Par la suite, j'ai évolué en termes de compétences pour évoluer sur le monde des architectures ici, architecture applicative. J'ai travaillé en tant que chef de projet technique. Donc, les 5 premières années de mon expérience
était vraiment réservé sur la technique, hein, que ce soit sur la partie développement, la partie base de données, la partie BI. Par la suite, j'ai évolué en tant que manager, d'abord chef de projet junior, chef de projet confirmé, senior. En France, ils aiment bien, dans chaque étape de votre cursus, mettre les mots qu'il faut. J'ai évolué en tant que direction, j'ai pris des projets en tant que directeur de projet, toujours sur des problématiques data. Et c'est là où j'ai vraiment, ma carrière a été vraiment orientée par la suite sur le monde de la data. Donc, en 2017, après 10 ans d'expérience, il fallait que, même si j'étais déjà manager, il était important que tout ça soit organisé. Et c'est là où j'ai fait un MBA en management général à l'IAE Paris-Sorbonne et l'Institut français de gestion. Donc, c'était une formation qui a duré 2 ans, qui était organisée entre Paris, Londres et New York. Et c'est cette formation vraiment qui m'a permis d'être accompli dans ce métier-là de nouveau manager des systèmes d'information, manager dans des projets informatiques. Donc, à côté de ça, j'ai passé pas mal de certifications parce que quand on est dans le monde technique, ce sont les certifications qui sont demandées à chaque fois sur des solutions ou des expertises. Il faut avoir la certification nécessaire pour faire ces projets-là. Donc voilà, mon cursus peut-être académique, de manière condensée, je peux dire que c'est vraiment ça. Sur le plan des projets, j'ai eu la chance quand même de faire pas mal de gros clients parce que l'avantage en France, ce qui n'existe pas aujourd'hui au Sénégal, c'est que dès que vous êtes dans le marché et que vous avez la chance de travailler dans une société de conseil ou de service, les sociétés vous placent chez les clients. Et ce sont les clients qui dictent quelque part l'expertise que vous aurez demain. Donc, on ne choisit pas, je n'ai jamais choisi d'être expert data ou expert big data ou autre, mais ce sont les projets, les clients avec qui je travaille qui m'ont poussé vers ces solutions-là, vers ces technologies-là. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'industrie, toujours dans la région parisienne, en France. Dans le domaine des services, aussi pour le secteur public, il y a eu pas mal de missions avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité au niveau de la France. Aussi des projets un peu européens avec l'Union européenne, notamment la BCE, sur des projets de réglementation comme la nouvelle directive des services de paiement, DSP2. Voilà, donc voilà, c'est ce que je peux expliquer pour l'instant en tout cas, sauf s'il y a des questions, je peux y revenir. Mais mon cursus, c'est vraiment un cursus 100% français, quoi. Oui, un Touba Bougnoul, hein, pour taquiner un peu Tourundo, je peux me le permettre, qui rentre à la maison. Tout à l'heure, je donnerai la parole à nos discutants qui ont bien évidemment beaucoup de questions plus sérieuses pour vous. N'étant pas spécialiste un peu de la chose dont on parle cet après-midi, j'ai quand même quelques questions. Comment s'est fait le recontact avec le Sénégal pour vous qui avez été ailleurs pendant, allons, disons, 30 ans, dont 16 ans pour l'expérience? Le retour à Dakar, le cahier du retour au pays natal, pour citer le très brillant Aimé Césaire, il s'est opéré comment? À partir de quel moment vous vous êtes dit, mais tiens, il faut que je rentre à Dakar? Oui, merci Ousmane. En fait, je pense que beaucoup de Sénégalais qui sont aux États-Unis ou en France se retrouveront dans mes propos. Souvent, je dis, c'est facile de quitter le Sénégal. Souvent, les étudiants, quand ils ont le bac, ils veulent tous partir. Mais par contre, revenir au Sénégal est très difficile. Vous pouvez travailler chez Thales, travailler chez Microsoft, travailler où vous voulez. Cela ne vous donne pas la garantie de revenir et d'avoir un emploi qui correspond à vos compétences. Donc, du coup, quand j'ai terminé un peu mon cursus, au début, quand j'ai terminé mon cursus académique, je n'ai jamais voulu venir tout de suite. Il me fallait de l'expertise, il me fallait de l'expérience. Donc, c'était un choix de travailler en France pendant peut-être 5 ans. Peut-être, finalement, j'ai fait 16 ans en France. Et après, une fois que j'ai l'expertise et l'expérience,
je me disais que c'était plus facile de revenir et de pouvoir maintenant travailler au Sénégal. Mon projet dès le départ a été de revenir ici. Je n'ai jamais eu de projet de rester en France ou aux États-Unis. Il n'a jamais été question de ça. Mais arrivé il y a peut-être 10 ans, quand j'ai fini, parce qu'au niveau de la France, dans chaque étape de votre parcours, vous avancez. Donc, je suis passé de simple ingénieur, peut-être d'études de développement à chef de projet technique. Je suis passé par pas mal d'étapes. Et arrivé à un niveau de direction de projet, directeur informatique, vous avez du mal à franchir l'étape. C'est-à-dire, le seul poste, la seule responsabilité qui reste, c'est d'occuper le poste de DSI, directeur des systèmes d'information. Comme ces grandes structures-là, comme Veolia, Air France ou l'aéroport de Paris, le poste de DSI, c'est un poste un peu corporate qui n'est pas donné à n'importe qui. Si vous regardez toutes les grandes sociétés en France, vous ne verrez dans aucune société un DSI qui n'est pas français, par exemple. Hein? Voilà, c'est un poste corporate, c'est un poste très important, c'est un poste assez politique. Et donc, c'est là où on atteint le miroir, le plafond à verre. C'est-à-dire, c'est ce plafond-là qui vous dit vous ne pouvez pas dépasser ce niveau de responsabilité. Et c'est là où j'ai commencé maintenant à penser au Sénégal, à voir un peu les opportunités. Pour moi, il y avait deux solutions. Soit je viens pour créer ma structure de conseil, pour commencer à travailler avec les entreprises, ou bien je viens pour aider l'État sénégalais, parce que j'ai toujours eu cette fibre-là publique, un peu servir mon pays, ce côté patriotique. Et finalement, c'est cette deuxième option-là qui m'a permis de rentrer au Sénégal. En tout cas, bienvenue à vous hein, dans votre propre pays. Vous nous dites qu'en France, être DSI, par exemple, demande qu'on soit de nationalité française. Hein. Je pense que c'est un bon clin d'œil à notre actualité. On parle beaucoup de souveraineté numérique au Sénégal, comme peut-être ailleurs dans d'autres États en Afrique. Mais c'est le Sénégal que je connais, c'est mon pays. Ce qu'on voit, c'est qu'il arrive que des structures étrangères aient la main profondément, disons, mêlée à des affaires qui regardent un peu la souveraineté du pays. On y reviendra. J'ai une dernière question avant d'ouvrir la parole à nos discutants. Le data center de Diamniadio, j'ai toujours plaisir à rappeler que le nom officiel, si je ne me trompe, c'est le centre de données du Sénégal, basé, logé à Diamniadio. Actuellement, qu'est-ce qu'on doit en retenir après l'inauguration par le chef de l'État? Actuellement, là, qu'est-ce qu'il en est? Quel est le développement en cours? Oui, effectivement. Le data center de Diamniadio a été inauguré au mois de juin par le chef de l'État. C'était un projet assez ambitieux pour le Sénégal. Donc, depuis l'inauguration, déjà, j'ai pris poste. J'ai pris poste il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois. Et actuellement, vraiment, 90% du travail que je suis en train de faire avec mes équipes, c'est de l'urbaniser. Parce que quand on met en place un data center, il faut l'urbaniser. Il faut mettre en place des protocoles. Veut dire quoi? Urbaniser, c'est-à-dire l'organiser. Un data center doit normalement être industrialisé. Ce n'est pas par la volonté des hommes ou des équipes qu'un data center doit fonctionner. Un data center doit fonctionner tout seul. Oui. C'est comme une machine qu'on met des piles et que cette machine doit fonctionner. Donc, les hommes sont là pour faire le suivi, pour orienter, prendre des décisions ou rectifier, mais normalement, ça doit être industrialisé. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. L'industrialisation, c'est dans pas mal de domaines. D'abord sur le réseau, parce que quand on parle de data center, le premier élément, c'est tout ce qui est transmission avec quel réseau. Il faut l'homologuer, il faut faire des tests, il faut faire de l'homologation, de la normalisation. C'est des termes un peu techniques, mais les sachants comprennent bien ce que j'explique. Avant d'aller au niveau de la certification. Comme c'est un data center qui a une vocation internationale, il faut aussi que le data center soit certifié par tous les grands certificateurs qui existent dans le marché. Et pour arriver à ce niveau-là, il y a pas mal d'étapes qu'on doit franchir, pas mal de travail qu'on doit faire de notre côté pour que le data center, en tout cas, puisse fonctionner tout seul et puisse donner le niveau de service qu'on souhaite, en tout cas, ce qu'on avait vendu aux Sénégalais. Donc, actuellement,
c'est le travail qu'on est en train de faire. C'est de la gouvernance interne, quelque part. Et le deuxième travail aussi qu'on a commencé à faire, c'est on a commencé à accueillir des clients. Donc, notre première cible de clients, ce sont les ministères, les administrations l'administration publique, oui. Public, d'abord, c'est la première cible. Nous avons déjà commencé à faire des projets avec certains ministères. Cela prend du temps. Mais ce qui est prévu, c'est d'ici un an que tous les ministères soient migrés au niveau de Diamniadio. Oui, oui, et rapidement d'ailleurs, est-ce que ça ne vous fait pas de la concurrence? Les autres data centers, à un certain moment, j'avais travaillé pour un journal étranger autour de ce que j'appelais au Sénégal la guerre des data centers. Dernièrement, d'ailleurs, il y a cette semaine, un opérateur a dit nous avons mis en place le plus grand data center en matière surtout de certification à Diamniadio. Cette guerre des data centers, est-ce qu'elle vous profite, même si bien évidemment, quand on parle du centre de données du Sénégal à Diamniadio, on pense d'abord à l'administration, mais vous devez également faire du profit, vous êtes là pour ça aussi. Est-ce que les autres data centers ne vous font pas un peu de l'ombre? Non, pas du tout. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas un opérateur public, on n'est pas un opérateur privé. On n'est pas Orange, nous ne sommes pas Free. Le data center fait partie d'une politique publique d'infrastructure au service du service public d'abord dans un premier temps, et après du secteur privé et après de la sous-région. Déjà, nous n'avons pas la même dimension, la même stratégie, la même vision, nous n'avons pas la même démarche. Deuxièmement, aujourd'hui, que ce soit les autres data centers qui existent, nous sommes obligés de travailler ensemble. Diamniadio ne doit pas écraser le data center de Orange, ni le data center de Free, ni les autres data centers. Diamniadio doit pouvoir travailler avec tous les data centers qui sont au Sénégal. L'idée, c'est qu'on puisse travailler dans un écosystème de data centers où chacun pourra travailler, intervenir dans son segment clientèle. C'est ça le but. Nous ne sommes pas là pour prendre les clients d'Orange ou de Free ou d'autres. Nous sommes là pour travailler d'abord avec les autres data centers parce que ce soit Orange ou Free, ils seront des clients de Diamniadio, ils n'ont pas de choix quelque part parce que chaque client aujourd'hui qui a une solution à héberger, souvent il demande un hébergement nominatif, c'est-à-dire le site principal. Il y a toujours un site secondaire, un backup. C'est en tout cas la politique qui est de norme actuellement sur les hébergements. Maintenant, on sait que nous, si jamais on héberge notre client en site nominal, le backup, on sera obligé de voir avec les autres data centers qui sont dans le marché pour leur dire est-ce que vous acceptez d'être le backup de cette solution-là. Donc, il ne faut pas le voir comme de la concurrence. Moi, je le vois plutôt comme un ensemble d'acteurs qui sont obligés de travailler ensemble et qui sont obligés de se transférer des services et de travailler ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Hein? Il n'y a pas de concurrence malsaine entre nous. Oui, en fait, il n'y a pas de concurrence. Hein. Ça, c'est pour les termes très diplomatiques, hein, n'est-ce pas, Turundo Ousmane Bob? Mais bien évidemment, parfois, il peut arriver que, que vous ayez les mêmes clients. Il peut arriver une concurrence quand même. Et c'est peut-être tant mieux. Ça va jouer un peu sur la qualité, hein, comme on le voit dans le monde aujourd'hui des télécommunications. J'aimerais ouvrir la parole au public entre Mohamed Diouf et Jo Maron. C'est tous des Sérères, donc peu importe celui qui prendra la parole, même si c'est que Gaïndé 2000 est plus urgent en termes d'expertise. Mais je vois que c'est Jo Maron qui ouvre d'abord son micro. Jo Maron, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au niveau de RFM au Sénégal. Vous êtes en charge du service IT d'ailleurs de RFM. Vous avez été mon patron, soit dit au passage, lorsque j'animais sur RFM. Soyez le bienvenu. Une question peut-être pour notre illustre invité aujourd'hui, Ousmane Bob, manager du data center de Diamniadio. Ousmane, je vous remercie sérieusement et infiniment pour cette invitation. Je vous en prie, Jo Maron. Vous l'avez rappelé, vous êtes maintenant mon patron. Donc, du tout. Vous me donnez des ordres, j'exécute, Ousmane. Du tout, Jo Maron. Au passage, je remercie aussi les responsables de Gaïndé 2000 et aussi à M. Bob. Ça me fait énormément plaisir de le voir d'ailleurs et d'échanger avec lui.
J'ai une préoccupation, Ousmane, par rapport à ce data center. Et je vais prendre quelques propos des non-initiés au lendemain même de l'inauguration de ce data center, avec tout le bruit qu'il y avait autour de cela. C'est propos que j'ai retenus de quelques-uns qui disaient que mais est-ce que nos autorités sont conscientes aujourd'hui, si on sait que par exemple en data center, avec son état vraiment stratégique, son importance, est-ce qu'il faudrait faire autant de bruit, faire de la publicité, si on sait que vraiment le data center devra maintenant loger toutes les données de notre administration, par exemple? Et ils ont dit qu'ailleurs, souvent, on constate que les data centers ailleurs ne sont pas trop visibles. On les cache dans un endroit très, très stratégique que personne ne peut voir, à part peut-être ceux qui ont l'autorisation de le voir. Ma préoccupation, M. Bob, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rassurer les populations, ces non-initiés, par rapport à cette préoccupation que je trouve légitime, une préoccupation aussi importante aussi. C'est un peu la première préoccupation, en attendant peut-être de revenir sur d'autres questions, certainement. Merci, Jo Maron. Monsieur le manager. Oui, merci, M. Maron. C'est une question légitime, hein? C'est une question qui revient souvent. Mais je pense qu'il y a un petit lapsus, un petit éclaircissement qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, il y a le Centre des données du Sénégal. Normalement, on devrait parler du Centre des données du Sénégal, mais qui n'est pas encore une structure qui a été créée officiellement au niveau du Sénégal. Je pense que ça va venir bientôt. On parle plus de data center de Diamniadio. Effectivement, on avait vécu, il y avait une inauguration que tout le monde a suivi à la télé. Et je dirais que c'est un peu sénégalais, c'est un peu africain. J'espère que vous avez suivi l'inauguration du data center de Orange. Ça a été aussi médiatisé, tout le monde l'a vu, tout le monde connaît le site. Il y avait des invités, tout le monde a accédé au data center. L'inauguration aussi du data center de Free, on avait aussi vu la même chose. Hein, c'était festif, tout le monde était là, tout le monde était content. Récemment, au Maroc, avec Unisys, ils ont inauguré leur data center. Voilà, donc chaque État aujourd'hui essaye de montrer, ou chaque structure, que ça y est, on a le data center national, on a le data center de calibre international, on l'a inauguré, tout le monde est venu. Je pense que c'était peut-être l'aspect qui était recherché, c'était la communication. C'est pour montrer aux différents décideurs que maintenant le Sénégal est doté d'une infrastructure de cette taille-là, qui est internationale. Et ça y est, ça a été inauguré par le président de la République. Mais contrairement à ce que les gens pensent, la localisation des données du data center n'est pas forcément à Diamniadio. C'est une information qui est privée, qui se trouve dans la convention de service ou dans le contrat commercial qui sera signé entre le client et peut-être, je dirais, les data centers de Diamniadio. C'est la terminologie Diamniadio qui est utilisée, mais nous avons plusieurs sites et nous aurons à l'avenir beaucoup d'autres sites que Diamniadio, qui sont différents peut-être de Diamniadio. Peut-être certains sont au niveau de Diamniadio, mais l'idée, c'est que vraiment qu'on garde une certaine confidentialité du site, du lieu. Je suis quand même d'accord avec M. Maron sur le fait qu'un data center n'a pas vocation à être visible. Son rôle, c'est pas que tout le monde puisse venir. C'est pourquoi là où on se trouve au niveau de Diamniadio, d'ailleurs, c'est un lieu qui est assez sécurisé. On est tout seul, à part peut-être certains collègues qui sont à côté. Mais on y travaillera en termes de communication pour que l'endroit où se trouvent les données de certains clients puisse être confidentiel et réservé uniquement entre le client et le data center de Diamniadio. OK. Une autre préoccupation. Oui, Jo Maron, oui. On sait que, par exemple, on parle de souveraineté numérique. Aujourd'hui, on sait que ce data center, si on voit le matériel qui a été utilisé pour l'installation, tout ça, entre autres, je prends tout juste l'exemple de la CEDEAO qui a été victime d'attaques de cybercriminels, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on peut vraiment être sûr par rapport à ce matériel, à l'équipement, tout ça? On sait que ce n'est pas le Sénégal qui l'a fabriqué, entre autres. Est-ce que
là aussi, il y a des dispositions. Est-ce qu'il n'y a pas de mouchoir, est-ce qu'il n'y a pas de mouchoir chinois? C'est ça la question, Voilà. je Marona. Exactement. Je raccourcis un peu pour aller vite. Allez, Turundo, la réponse. Oui, tout à fait. C'est aussi une question légitime. Vous savez, toutes les questions qui se posent sur le data center, c'est normal. Hein? C'est quand même une fierté d'avoir ce niveau de technologie aujourd'hui dans le sol sénégalais. Mais ce data center a été construit par l'ADIE, c'est l'ADIE qui a porté le projet avec leur partenaire Huawei. Bon, ce n'est pas parce que le partenaire est Huawei que forcément nous n'avons pas la maîtrise des infrastructures et des équipements qui sont installés au niveau de Diamniadio. Donc Huawei, c'est juste un équipementier, c'est un partenaire avec qui nous avons fait le projet. Une fois que le projet est terminé, nous passons dans une deuxième phase qu'on appelle la recette qui permet déjà de valider est-ce que tout ce qui a été installé, tout ce qui a été en tout cas mis dans le projet, livré, correspond aux besoins initiaux contractuels du projet. Une fois que cette partie-là est terminée, nous passons sur une troisième partie de transfert de compétences. Le transfert de compétences, c'est Huawei qui transfère toutes les compétences, en tout cas techniques, aux ingénieurs de l'ADIE. Une fois que cela est fait, Huawei sort du circuit. Maintenant, nous reprenons la main. Et quand on reprend la main, on passe d'abord dans une première phase d'homologation, c'est-à-dire uniquement avec les ingénieurs de l'ADIE, qui travaillons, qui regardons les équipements, on regarde tout ce qui a été installé, on le valide avec des normes qualité, avec des normes de sécurité et tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de validation pour être sûr que la partie homologation elle est bien faite. Et une fois qu'on sort de cette partie-là, on passe sur une partie normalisation. Donc, vous voyez, il y a plusieurs étapes qui nous permettent, nous, de s'approprier de l'infrastructure, même si ça a été fait avec un équipementier, ça pouvait être IBM, ça pouvait être HP, ça pouvait être n'importe quel équipementier qui se trouve dans le marché. Aujourd'hui, nous sommes en position aujourd'hui de garantir que ce qui fonctionne, l'utilisation qui est faite aujourd'hui en termes de sécurité des infrastructures qui sont installées, que personne, à part nous, pouvons y accéder à travers tout ce qui existe. Hein. On sait que l'informatique n'a pas de limite. Il y a des gens qui essaieront toujours d'attaquer le réseau, d'attaquer le système, de pouvoir pénétrer. Ça, c'est le b.a.-ba des data centers. Ils sont tous confrontés à ces problématiques-là. Mais si toutes ces phases-là sont respectées, personne ne pourra accéder à nos infrastructures. Merci, Jo Maron. D'autres questions? Oui, pour le moment, quand même, merci beaucoup pour ces éclairages. Et au fur et à mesure, on suit le panel. On a aussi d'autres questions, on ne va pas monopoliser la parole. Merci, Jo Maron. Ce serait l'occasion peut-être, Turundo Ousmane Bob, d'inviter Ahmad Kama pour avec l'huile ethical hacker pour tester un peu déjà vos capacités à Diamniadio. Ahmad Kama qui a fait vraiment une prouesse il y a quelques années en piratant, je pense, une structure de Tesla, mais lui nous dira, parce qu'il promet d'être notre invité à la mi-décembre, avant même la mi-décembre, Inch'Allah, dans nos émissions. On y reviendra sûrement, il nous donnera son regard sur ce data center à Diamniadio. J'ai d'autres questions, mais j'aimerais quand même ouvrir davantage le débat au public. Est-ce que Mohamed Diouf, je vois qu'enfin le serreur a bien mangé, il a rouvert son micro. Mohamed, bienvenue. Je rappelle que vous êtes de Gaïndé 2000. Brièvement, peut-être, vous allez passer à une petite présentation pour les autres avant d'en venir à votre intervention, s'il vous plaît. Merci, Ousmane. Merci Ousmane Ouakaré. Peut-être que ma présentation sera très courte. Je suis au niveau de Gaïndé 2000 sur la partie qui gère la réalisation de logiciels et l'hébergement des infrastructures, ce qu'on appelle un data center chez nous, qui n'a certainement pas vocation d'aller en compétition avec le data center dont on parle. Je commence déjà par saluer M. Bob que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, mais au vu de son parcours, je suis sûr qu'il apportera énormément
à l'écosystème et à toutes les personnes qui sont autour de cette table virtuelle et à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la transformation digitale. J'aurais par contre un éclaircissement que j'aimerais bien qu'il puisse nous aider à voir, particulièrement sur les normes et certifications dont il a parlé. Est-ce qu'il peut revenir sur ces normes-là qui seront mises en place et peut-être sur les échéanciers, le planning pour cette mise en place, pour nous permettre peut-être, nous aussi qui serons en interaction directe ou indirecte, aussi de nous préparer dans ces démarches et de peut-être y aller avec eux aux besoins dans la création ou la co-création et ou l'ajout de la valeur. Merci. Merci. Ousmane Bob? Oui, tout à fait. Au niveau de la partie certification, l'objectif est vraiment de fixer un périmètre de certification qui seront lancés une fois que la partie homologation et normalisation seront validées en interne chez nous. Pour l'instant, nous avons une dizaine de certifications qu'on souhaite avoir. D'abord, une certification Tier 3, parce que c'est un data center de type Tier 3, donc il faut qu'on soit certifié Tier 3. Donc, certifié Tier 3, c'est d'abord le design Tier 3 qui nous permet au niveau de l'homologation et la normalisation, nous-mêmes qu'on valide effectivement le design de notre data center et le Tier 3. Et après, sur la partie operating, l'utilisation qu'on a fait, parce que c'est bien beau d'avoir un data center de type Tier 3, niveau design, mais dans la partie operating, il faut aussi qu'on travaille avec cette typologie-là de data center. Donc, ça, c'est le premier niveau de certification qu'on va lancer très rapidement avant décembre avec notre partenaire Uptime Institute. Ça faisait partie du contrat d'origine. Les autres certifications qu'on va lancer, c'est avec plutôt AFNOR. Avec AFNOR, on va lancer la certification en termes d'énergie déjà, la certification ISO 50001. Elle est importante parce qu'on a investi pas mal sur la partie énergie. Ça a été un peu, je pense, le facteur clé de succès de notre data center, où tous les équipements sont redondés, où on est parti jusqu'à la situation extrême où nous n'avons pas de fourniture d'électricité, nos groupes électrogènes ne fonctionnent pas. Voilà, donc on a essayé vraiment d'avoir une architecture en énergie qui garantit en tout cas une disponibilité à 99,98% en termes d'énergie. Donc la certification ISO 50001, ça fait partie des certifications qu'on va lancer peut-être parallèlement avec la certification aussi qualité. ISO 9001 qualité, ben ça c'est normal, hein, on va l'avoir. Je disais que tout à l'heure, l'énergie, c'est vraiment le point le plus important. Aujourd'hui, ça nous prend peut-être 50% de nos ressources pour faire fonctionner le data center. Mais le deuxième point le plus important, c'est la qualité de service. Il faut qu'on fournisse à nos clients et aux services publics un service de qualité. Un service de qualité, vous avez intérêt, ça se construit. Vous avez intérêt, sinon vous avez intérêt à fournir une bonne qualité de service, sinon il y a les autres data centers. Oui, ça c'est... D'ailleurs, quand on parle d'urbanisation data center, le but c'est d'arriver à un certain niveau de qualité. La qualité, ça se travaille. Ça ne s'arrête pas, c'est continu, ça change, on améliore. Nous allons faire des audits continuels tout le temps, peut-être tous les mois ou tous les 2-3 mois, pour voir est-ce que le niveau de qualité répond bien aux exigences que nous voulons nous fixer. Après, il y a d'autres certifications qu'on va lancer, comme la certification ISO 14001, tout ce qui est environnement, c'est important. D'autres certifications aussi, c'est sur la sécurité des systèmes d'information, la certification ISO 27001. Partie sécurité aussi fait partie des points où il y aura un centre de compétences que nous allons développer au niveau de Diamniadio qui sera vraiment dédié à la cybersécurité, à la sécurité des systèmes d'information. D'ailleurs, au niveau de notre salle de supervision à Diamniadio, on a vraiment une salle qui est dédiée à la sécurité. C'est une salle SOC. D'autres certifications aussi qu'on souhaite lancer, qu'on a déjà définies dans le cadrage pour la partie sécurité, pour la partie certification, c'est la continuité d'activité. Il faut qu'à tout moment, quelle que soit
les problématiques que nous allons rencontrer, qu'on puisse assurer à nos clients une continuité d'activité. Il n'est pas question peut-être grâce à cause d'un dysfonctionnement, ça peut être réseau, ça peut être télécom, ça peut être autre chose, que le client ne puisse pas accéder à ses serveurs ou à ses données. Ça aussi, c'est un centre de compétences que nous allons créer sur tous ces points-là, sécurité, énergie, continuité d'activité, pour garantir tout le temps une continuité d'activité. Maintenant, il y a d'autres certifications que AFNOR nous a proposées, mais en général, c'est la qualité de travail, la certification OHSAS 18001. Donc ça, ce sont les panels pour l'instant de certification que nous voulons lancer. Nous verrons par la suite, une fois que nous avons lancé toutes ces certifications, avec les partenariats que nous allons faire avec d'autres structures qui ont un niveau de résilience en termes de gestion et de management des data centers, voire d'autres certifications qu'on va aller chercher en Europe ou aux États-Unis. Actuellement, il y a pas mal de contacts. Pour l'instant, on n'est pas encore très avancé, mais de contacts avec des structures, par exemple en France comme Datafo, qui a pratiquement plus de 20 ans d'expérience sur les data centers, et qui ont des data centers qui sont installés partout dans le monde, en Chine, en Inde, en France et en Afrique. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est qu'on ne reste pas sur nos acquis, on ne construit pas un data center pour dire voilà, c'est bon, ça fonctionne et que ça doit fonctionner comme ça pendant 10 ans. L'idée, c'est que chaque année ou chaque 3 mois, chaque 6 mois, on se renouvelle. À chaque fois qu'on voit des défaillances, on essaie de voir ailleurs comment ça se fait, comment ils ont fait pour régler ces problématiques-là, et on essaye aussi de s'adapter, d'améliorer pour que le data center soit tout le temps vivant et tout le temps aux normes par rapport à ce qui se fait un peu partout dans le monde. Merci. Voilà ce que je pouvais répondre sur la partie certification. Mohamed, d'autres questions? Non, c'est parfait. Je ne vais pas monopoliser la parole. On y reviendra peut-être un peu plus tard sur les autres éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Diouf, du côté de Gaïndé 2000. On ne dira jamais assez le travail important que Gaïndé 2000 fournit au niveau du Sénégal, mais également au niveau africain, avec à un niveau personnel les plaidoyers réguliers d'ailleurs de l'administrateur général Ibrahima Ndiaye pour le développement et la promotion du numérique au Sénégal. Je rappelle d'ailleurs que Gaïndé 2000 est partenaire, le premier partenaire, je peux le dire, de ces après-midi de la tech, la série de panels que nous avons lancés en ligne. Est-ce que Bachir Nasr nous entend très bien? Autrement dit, est-ce que son micro est ouvert? Bachir Nasr. Oui. Voilà, bienvenue Bachir, l'un des ancêtres d'Internet au Sénégal. Maintenant, je peux te nommer, maintenant que tu as pris la parole. Je te laisse un peu échanger avec le manager du data center de Diamniadio, Ousmane Bob. D'accord, merci Ousmane et bonjour à tout le monde. Je suis très ravi donc de partager ce panel avec donc Ousmane Bob, vu son parcours. Donc on sait que il a fait un parcours intéressant. Moi, j'irai plutôt dans le sens un peu stratégique et de la transformation. Parce que le data center en tant que tel, je ne vois pas juste l'intérêt d'en parler parce qu'il y en a 3 au Sénégal. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir une autre politique de gérer les données donc, du pays, du Sénégal, avec les problèmes de vulnérabilité et tout? Moi, je le regarde plutôt sur l'avenir. Quand je dis l'avenir, c'est est-ce qu'il n'y a pas une stratégie globale de l'ADIE, donc de l'État sénégalais, où le data center est juste une brique et qu'on ne nous a pas tout dit, quoi. Moi, je pense qu'il y a un positionnement qui est nécessaire. Les opérateurs peut-être ne l'ont pas encore compris, mais les télécoms de demain donc, ont besoin donc de la capacité, ont besoin de la data, parce qu'on sait très bien que tout se fera autour de la data. Il y a la 5G, il y a la VoLTE, qui donne de meilleurs rendements, une meilleure qualité, et des exploitations plus faibles. J'aime quelquefois rappeler donc l'histoire. Vous savez, dans les années 80, il y avait une guerre entre les Américains et les Européens en termes de technologie au niveau du mobile.
Les Européens l'ont remporté avec le GSM sur la base de puces. Et les Américains donc, ont rejoint cette mouvance-là. Mais on voit que les Américains ne baissent jamais les bras et ils sont revenus par la fenêtre ou par d'autres systèmes et commencent à nous imposer le même système d'avant qui n'avait besoin que d'un numéro d'identification. On voit WhatsApp, on voit les différents OTT qui commencent à faire souffrir les opérateurs au niveau de la voix. Est-ce que donc demain, c'est juste une question que je pose à Ousmane, est-ce qu'il partage? Est-ce que demain, on n'irait pas vers un opérateur global que l'État va créer, avec on voit bien la société d'exploitation de l'ADI, hein, qui aura donc vraiment des atouts à présenter, à proposer pour pouvoir être quand même un leader sur le marché des télécoms au Sénégal et faire souffrir les opérateurs. Parce qu'il aura le câble sous-marin qui arrive, on le sait, le maillage du pays en fibre optique, le data center et les ressources en numérotation qui restent. Hein, et donc, s'il fournit la data, les ressources de numérotation, on sait que la voie de demain s'appuiera sur la data. Donc, ça va être juste des applicatifs qui vont être au niveau des stores pour que les gens puissent communiquer, on le voit. Et ça, est-ce qu'il n'y a pas un danger au niveau quand même des emplois, au niveau des opérateurs? Est-ce qu'il n'y a pas un danger au niveau de l'écosystème de tout ce qui tourne autour des télécoms d'aujourd'hui? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une réflexion globale donc, du secteur pour voir où est-ce qu'on va? Et c'est ça qui a été fait dans les années 80, qui avait fait que le Sénégal soit leader au niveau des télécoms. Mais je vois qu'actuellement, chacun joue sa partition et c'est le pays qui risque d'avoir des problèmes. Je vous remercie. Merci Bachir. Avant que mon tourneur Ousmane Bob ne reprenne la parole, Bachir, une petite présentation de toi quand même, ça s'impose. Oui. Excuse-moi, oui. Donc, c'est Bachir Nas. Donc, mon parcours rapidement. Donc, j'étais dans le groupe Orange, Sonatel, où j'ai fait presque tous les pays de présence de Sonatel et Orange. J'ai fait Orange France. J'étais à Paris, donc, comme roaming manager au niveau d'Orange France. Et ce qui a permis que je fasse partie donc des équipes de lancement de toutes les filiales en Afrique. Après, j'ai rejoint Sonatel. En 2017, j'ai quitté pour être consultant expert. Je suis ex-consultant au niveau de CSU, au niveau d'autres organismes internationaux aussi avec qui je travaille sur les télécoms d'aujourd'hui et sur la stratégie de demain. Donc, voilà, comme Ousmane le dit, j'ai été donc celui qui avait échangé le premier mail avec Sonatel. Et à ce temps, j'ai oublié de le dire, mes premiers amours, donc j'ai fait 10 ans à la NASA. Wow. Donc, c'est après cela donc, que je suis arrivé à Sonatel. Merci. Merci, bravo Bachir. On est très ravis de t'avoir sur ce panel. Et comme vous nous parlez de NASA, vous ne nous avez pas parlé de la station de Gandoul, mais on a compris bien évidemment que vous étiez là. Je renvoie d'ailleurs nos gentils spectateurs et conférenciers à notre chaîne où on retrouvera notamment l'émission exclusive, le numéro exclusif, l'interview que Alassane Dialé Ndiaye, fondateur et premier directeur général de ce qui ne s'est pas d'abord appelé Sonatel, nous avait accordé il y a quelque temps. Et vous retrouverez également 2 numéros qui parlent de souveraineté numérique, notamment au lendemain de l'inauguration du data center de Diamniadio et de l'interview que le directeur général, par 2 fois d'ailleurs, Cheikh Bahoum de l'ADIE, nous avait accordé. Ousmane Bob, peut-être très rapidement sur cette préoccupation de Bachir. Après, on passe aux autres discutants. Ils sont très nombreux. Vous avez une lourde tâche cet après-midi. Oui, merci Bachir. Donc, du coup, ces préoccupations sont légitimes et je pense que ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. Actuellement, il y a une politique, je pense, qui est effectuée par le ministère de l'économie numérique, parce que je les ai reçus, qui consiste à définir le cadre de gouvernance du data center de Diamniadio. Il y a une deuxième politique aussi qui est en réflexion, une étude qui est en réflexion pour voir comment harmoniser tous les data centers
publics du Sénégal, parce qu'il n'y a pas que le data center de Diamniadio. Il y en avait déjà deux, de la DIE, Technopole et Orana. Il y a le PTN qui est en train de construire un data center à Diamniadio. Il y a la Sénélec qui avait investi sur un data center de type Tier 3, sans compter les data centers de la DTAI au niveau du ministère des Finances. Donc, quand on regarde tous les sites qui jouent le rôle de data center au niveau du Sénégal, on en a, je dirais, on en a 5 à 10 data centers qu'on peut citer. Maintenant, l'idée, c'est comment harmoniser, quelle politique mettre en place pour qu'il y ait une politique de la data unique, publique et commune. Ça, c'est le premier défi. Je pense que c'est un travail qu'on va faire parce qu'il n'est pas question que chacun, dans son côté, puisse, juste par le désir de construire un data center ou de dire que j'ai un data center de type Tier 3. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il y ait, dans ce domaine-là, que le Sénégal soit suffisamment, en tout cas, ravitaillé, en tout cas, en termes d'offres, qu'on puisse avoir une offre qui soit là. Mais il faut comprendre une chose, c'est que je pense que la politique qui est effectuée actuellement sur les infrastructures, elle est la bonne parce que depuis 10 ans, l'État du Sénégal investit sur uniquement la partie infra. On ne parle que de l'infra. D'abord, la fibre, le déploiement de la fibre par la DIE dans tout le territoire du Sénégal, je pense qu'il faut qu'il continue. Il faut que la fibre soit présente dans les villages les plus reculés. Et ça, c'est le premier défi. Il y a les câbles sous-marins qui vont venir, comme il l'a dit Bachir. Ça sera aussi une occasion, c'est une opportunité en plus dans la politique d'infra au niveau du Sénégal. On verra maintenant comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire, quel business model, quel est le plan économique, comment on peut le rentabiliser pour développer ce secteur-là. Et une fois que cette partie très basse de la couche réseau est validée et effectuée, je pense qu'on a une certaine maturité et ça va continuer. C'était la couche data center, la couche stockage. Et on en est là actuellement. Donc actuellement, c'est pourquoi on voit pas mal de data centers qui se créent. Il va falloir aussi organiser cette couche-là pour que dans tous les cas, le Sénégal, en tout cas, qu'on ait en tout cas un champion. Il faut qu'on ait un champion dans cette couche-là. Et ce champion-là, qui va le jouer? Ce ne sera pas l'État du Sénégal à travers Diamniadio, mais l'État du Sénégal jouera le rôle de régulateur. C'est-à-dire, nous, on va se positionner comme régulateur du marché data center. Quand on regarde aujourd'hui les prix aujourd'hui, les catalogues de services des différents data centers aujourd'hui qui sont au niveau du Sénégal, on voit très bien que ce prix-là est inaccessible aux PME, aux startups ou à certaines structures qui aimeraient bien délocaliser cette partie infra, mais que les prix sont très chers. Notre rôle à nous, Diamniadio, c'est de jouer le rôle de régulation, de descendre un tout petit peu les prix, pas pour tuer encore une fois les opérateurs, parce qu'on a besoin d'opérateurs, on a besoin que les opérateurs soient forts, on a besoin que les opérateurs continuent à investir aussi sur cette partie infra. Mais le but, c'est qu'on voit comment on peut travailler ensemble pour avoir une politique de prix qui correspond au marché, qui permet de booster l'économie sénégalaise, qui permet au business, en tout cas, à n'importe quelle PME, n'importe quelle structure, de pouvoir dire, moi, je me consacre à 100% sur mon business, sur la partie infra, le coût est raisonnable. Donc, c'est ça un peu notre but, en fait. Donc, je n'ai pas peur qu'il y ait de la perte d'emploi, comme il l'a dit peut-être Bachir, pour les opérateurs. Nous-mêmes, nous allons créer des clients, nous allons apporter des clients à ces opérateurs-là. Je donne l'exemple d'un client que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui a un besoin d'héberger son infra nominatif principal à Diamniadio et qui nous demande d'avoir une solution pour son backup. On sait que Diamniadio, l'ADIE ne peut pas héberger un site principal et héberger en même temps un site secondaire. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que si jamais le data center de Diamniadio n'est pas fonctionnel, le site secondaire ne sert plus à rien. Donc, l'idée, c'est que le site secondaire soit hébergé par un opérateur. C'est la seule solution que nous avons. Maintenant, ça sera quel opérateur? Ça dépendra des partenariats qu'on mettra avec Free et avec Orange. On va les apporter des clients pour leur dire, nous avons un projet qui est là. Maintenant, le site secondaire, nous voulons que vous l'hébergez. Et donc, vous voyez, c'est un écosystème où chaque acteur a besoin de l'autre.
À un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure dans l'entame de mes propos, Oui. Orange sera même notre client à un moment donné parce qu'ils seront aussi confrontés à ces mêmes problématiques-là. Ils auront un client qui va leur dire, moi, je ne veux pas que toutes mes billes soient hébergées chez vous. Trouvez-nous un site secondaire, un opérateur qui l'héberge. Et ils viendront nous voir parce que nos prix sont compétitifs. D'ailleurs, c'est du service public qu'on fait. On n'est pas là pour faire du bénéfice et faire du cash. On est là pour pousser un peu le business sénégalais à s'orienter sur la partie infra, sur ce monde-là, voilà, sur ces opérateurs-là, sur les data centers du service public. Donc voilà, moi je pense que il y a un travail à faire qu'on a déjà commencé à faire, mais qui doit être finalisé avec les opérateurs pour qu'ils comprennent bien notre logique, quel est le positionnement de Diamniadio par rapport à leur business et comment on va travailler demain. Et aussi, nos préoccupations, c'est toujours l'écosystème. Comment créer un écosystème où l'État du Sénégal, pour la première fois, on aura un secteur où c'est l'État du Sénégal qui va décider. Avant les data centers, avant la fibre, ce sont les opérateurs qui décidaient de ce qu'ils voulaient faire parce que l'infrastructure les appartenait. Donc, l'État du Sénégal n'avait pas de levier pour manager et gérer son économie. Et tout ce qu'il pouvait, c'est discuter, s'arranger, voir est-ce que vous pouvez nous aider à diminuer les prix. Le business de demain, ce n'est plus ça. Le business de demain, pour pouvoir gérer son économie, il faut déjà être acteur principal de l'économie. Et une fois que vous êtes acteur principal de l'économie, vous pouvez décider quand est-ce que les prix baissent, quand est-ce que les prix augmentent. Vous pouvez le réguler par rapport au marché. Et c'est le rôle que nous comptons jouer au niveau du marché sénégalais. Merci beaucoup, Tourondo. Bachir, très rapidement, si tu as une seconde prise de parole à faire. Merci Ousmane. Donc oui, il a bien répondu. Hein. Et il a parlé de la première couche, hein, donc, qui est donc, la partie infra. Donc, je suis d'accord avec lui sur ça. Mais moi, je voyais plus sur les autres couches, hein, je voyais plus loin. Peut-être que, bon, c'est une stratégie de l'État du Sénégal et que pour le moment, on pense peut-être qu'on ira vers cette transformation-là. Mais moi, c'est ces dizaines de data centers-là que je vois dans un seul pays. Je ne vois pas la raison. Je ne vois pas pourquoi. Donc, il faut avoir tout ça pour stocker des données. On sait que les infras sont donc l'avenir des télécoms de demain. Hein. Donc, celui qui a les infras maîtrisera les télécoms de demain parce qu'il faudra faire une intermédiation sur les générateurs de contenu et le stockage. Donc, c'est clair que les télécoms de demain ne seront pas comme aujourd'hui, mais il faut voir aussi que je pense que l'ADIE se positionne quand même ou pourra s'allier à un autre leader afin d'être présent sur le marché et donc de faire des offres parce qu'on voit bien que c'est une société nationale qui va être créée. Bon, je ne vais pas faire continuer le débat. Aujourd'hui, on parle de la couche data center. Oui. C'est une bonne idée, mais je pense que on doit aller plus loin après. Oui. Merci beaucoup, Bachir. Merci, Bachir. Merci, Ousmane Bob, manager du data center Diamniadio. Peut-être, Ousmane, vous voulez ajouter un mot? Oui, je voulais rajouter quelque chose pour dire que moi, je suis d'accord avec, je vois où Bachir veut aller. Oui. L'ADIE, comment ça a été créé? C'est une agence, hein, c'était une agence qui n'avait pas vocation d'être une société. Au début, c'était pour gérer l'informatique de l'État, d'où son nom, Agence de l'informatique de l'État. C'est pourquoi actuellement, il y a pas mal de transformations qui sont en train de se faire au niveau structurel, mais ces transformations arrivent à point nommé. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord qu'on règle ces problèmes d'infrastructure, qu'on ne parle plus de réseaux, de fibres optiques, de câbles sous-marins, de data centers. Et une fois que cela est fait, maintenant, quelle organisation mettre en place maintenant pour piloter cette infrastructure-là, pour utiliser cette infrastructure-là afin d'en faire une unité de service, afin de fournir du service, parce que tout ce qu'on fait aussi, c'est pour fournir du service à la fin. Donc, du coup, pourquoi autant de data centers? Pour le privé, bon, c'est normal, je ne vais pas répondre, c'est leur politique interne, c'est leur modèle économique.
Mais pour le public, il faut voir une chose, c'est que notre cible clientèle dépasse le secteur public, le privé national, mais il y a aussi la sous-région. On a une cible aujourd'hui qui est la sous-région. La sous-région, quand on regarde les deux Guinées, la Mauritanie, la Gambie, et aussi les autres pays qui sont au niveau de la CEDEAO. Tous ces pays-là, actuellement, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir les attaquer et de pouvoir les proposer des services. Parce que le constat qui a été fait par la CEDEAO, c'est que tous ces pays, en général, ont, comme le Sénégal, hein, à un moment donné, confié leurs données de souveraineté à des pays européens ou américains. Et donc, du coup, vu que ces pays appartiennent dans une zone communautaire, l'idée, c'est que si le Sénégal dispose d'offres suffisantes en termes de sécurité, en termes de normes internationales et tout ce que l'on veut, qu'on puisse aller vers ces pays-là et les convaincre d'amener leurs données au niveau du centre de données du Sénégal, pour ne pas parler de data center de Diamniadio. Donc, l'idée, c'est aussi ça. Et pour cela, il faut qu'on ait aussi des data centers qui sont en mesure d'héberger les données de la Mauritanie ou d'héberger les cartes d'identité ou les passeports de la Gambie. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir des data centers qui nous permettent, en tout cas, d'attaquer la sous-région. Il faut voir une chose, c'est qu'après le combat sur la souveraineté monétaire, une fois qu'il est dépassé, quand on aura la nouvelle monnaie, le combat de la CEDEAO sera un combat de la souveraineté numérique, la souveraineté des données. Et quand on va parler de la souveraineté des données, qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Ceux qui portent aujourd'hui, qui ont nos données en fait, ils vont nous dire mais vous n'êtes pas prêts. Et cette question-là n'aura pas de sens parce que le Sénégal sera aussi compétitif que les États-Unis ou la France. On pourra mettre à disposition notre panel de data centers que nous avons, notre capacité de stockage et les partenariats. On aura un niveau de résilience qui permettra à l'État du Sénégal de dire à la CEDEAO, au nom des data centers du Sénégal, utilisez-le pour pouvoir gérer votre politique de souveraineté numérique. Donc, vous voyez, cela s'explique quoi? Cela s'explique pourquoi actuellement, dans la politique du gouvernement, on investit, parce qu'on sait que ça sera un sujet, le marché il est vaste, ce n'est pas un marché uniquement de 17 millions de Sénégalais, c'est un marché de 300 millions d'Africains. Donc, c'est ce qui l'explique. Maintenant, tout à l'heure, je ne suis pas allé très loin, mais une fois que cette couche service, cette couche infra-là, elle est dépassée, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que nous allons passer sur une couche service. Parce que c'est là, ce sont les services que les Sénégalais vont acheter, en tout cas. Ce sont les services que les entreprises vont acheter. Et quand on regarde aujourd'hui en termes de services, nous n'avons rien pratiquement sur le marché. Pour le secteur public, aujourd'hui, on parle de numérisation, de digitalisation, de dématérialisation, mais on ne voit rien. Hein, il n'y a pas de service. Et c'est là où le data center de Diamniadio sera intéressant, parce qu'on mettra en place des services dans la santé, dans la sécurité avec la police, avec la gendarmerie. On mettra des services pour tous les corps de l'État qui vont changer le quotidien des Sénégalais. Et c'est là où ça sera notre raison d'exister, pourra se justifier que les Sénégalais verront peut-être pourquoi on avait investi il y a 2-3 ans sur un data center. Merci beaucoup Ousmane. En tout cas, vous avez un énorme boulot qui vous attend. Évidemment, la presse va vous consacrer une attention particulière, moi d'abord, y compris, bien évidemment. On donnera la parole à Amadouli, qui la demande tout à l'heure. Amadou est très passionné de tout ce qui est aménagement numérique du territoire. D'ailleurs, le ministère de l'économie numérique a annoncé un atelier national sur l'aménagement numérique du territoire avant la fin de l'année, au mois de décembre prochain. Là, est-ce que Henri Gueye nous entend? Oui, je vous entends. Merci Tourano, bienvenue. Je rappelle très rapidement que vous êtes basé en France, mais que vous êtes ces jours-ci sur le territoire sénégalais. Si on ne vous connaît pas très bien, on connaît par contre Ion, dont vous êtes cofondateur, hein, et le CEO, si j'ai très bien noté. Les données médicales, évidemment, je sais que ça va revenir, même si je n'ai pas influencé votre prise de parole. Je vous laisse vous adresser à Ousmane Bob sur la thématique du jour, le data center, la souveraineté numérique aussi. Ok,
Bah, merci beaucoup, Tourondo, puisque je m'appelle Ousmane aussi. Ça fait beaucoup de Tourondo aujourd'hui. Hein? Ça fait beaucoup. Bravo à Monsieur Ousmane Bob, du coup, qui est un Tourondo. Ah. Et en tout cas, sur le parcours, on est confiant sur le résultat. Effectivement, je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Ion, qui travaille dans la santé digitale. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'on parle, nous, de notre sujet, une des premières questions, c'est où se trouvent vos données, est-ce que c'est sécurisé, etc., etc. C'est pourquoi nous avons convié. Voilà, donc c'est une vraie problématique chez nous. Notamment, notre solution a été utilisée durant la COVID par le ministère de la Santé et du fait de la criticité des données, on a dû héberger les données au niveau de l'ADIE. Donc nous sommes une structure qui est totalement ouverte à avoir ces données, en tout cas, au niveau bien gardées au niveau des data centers du Sénégal. Donc, on prie pour cela. Maintenant, moi, mon point, c'est au niveau de l'offre de service. Si je prends, par exemple, bon, je fais aussi partie de l'association Sen Startup, donc je vais plus parler pour cette catégorie de structures aujourd'hui qui utilisent quand même des services cloud. Et tout à l'heure, vous avez adressé justement ce mot service. Et aujourd'hui, des structures comme la nôtre, nous n'avons pas la capacité d'investir sur des administrateurs système senior, système sécurité senior, parce que ça a un coût énorme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise des services cloud qui sont appelés par exemple des PaaS, Platform as a Service, où là, effectivement, il y a l'infrastructure qui est mise à disposition, mais il y a une couche de services au-dessus qui facilite le déploiement, qui facilite le suivi de sécurité pour les types de structures comme nous. Est-ce que dans votre vision, vous avez pensé à ce type de service qui aujourd'hui n'existe pas au Sénégal? Parce que je me suis quand même renseigné auprès de l'offre locale parce que c'est quelque chose qui nous intéresse fortement, mais cela n'existe pas. Et donc, cette offre de service, pour moi, va vous permettre d'adresser les PME, les startups, les très petites entreprises qui vont aussi vers cette transformation digitale et qui constituent aussi une très grande masse. Alors, est-ce que ce type de service est aujourd'hui dans votre roadmap? Merci, Ousmane Bob. Oui, merci Ousmane. Effectivement, nous n'avons pas encore sorti notre catalogue de services parce que nous avons voulu faire étape par étape. Ça ne sert à rien de sortir un catalogue si déjà on est dans une phase d'homologation et de normalisation. Mais une fois qu'on termine ces phases-là et qu'on entame les certifications, nous sommes en train de travailler sur le business model. Dans le business model, il y aura la stratégie commerciale. Et c'est dans la stratégie commerciale que nous allons sortir maintenant notre catalogue de services. Au niveau du catalogue de services, au niveau de Diamniadio, nous avons tout ce qui est hébergement physique. Bon, ça, on le maîtrise. Hein, c'est la partie colocation, location, du housing, du hosting. Bon, c'est des choses qu'on sait faire. Vous avez votre serveur, on vous le met chez nous, on le gère ou vous le gérez comme vous voulez. Mais nous avons aussi une offre cloud. Une offre cloud où nous sommes même dit, ça ne sert à rien de créer une offre cloud, on va créer un centre de service cloud complètement différent du service infra. Parce que l'accent à Diamniadio sera vraiment mis sur le cloud, en fait, sur l'hébergement cloud. Sur les proportions que j'ai aujourd'hui, c'est 30-70, 30% sur le physique et 70% sur les solutions cloud. Maintenant, comment on va mettre en place ces solutions cloud-là? On sait qu'actuellement, on va être concurrencé parce que là, on sort maintenant du territoire physique parce qu'il y a pas mal de solutions cloud qui existent avec Amazon, avec la AWS, Oracle, donc toutes les grandes structures du monde, en fait, ont des solutions cloud. Ce que nous voulons, c'est lancer vraiment une suite de solutions cloud qu'on va appeler Diamniadio Cloud Services. Bon, le nom Diamniadio revient tout le temps. Il y a du marketing dedans, on veut le vendre. On veut aussi vendre la ville comme une ville moderne, une ville numérique. C'est pourquoi on a choisi ce nom-là. C'est un cours de réflexion. On est en train de travailler dessus. Ce n'est pas encore terminé. Mais l'idée de Diamniadio Cloud Services, c'est un centre de services, une suite de services cloud où dedans, on va développer pas mal de services qu'on mettra à la disposition, des offres packagées, des offres business, e-business,
dédié aux PME où la PME n'a plus à choisir je veux ça ou ça parce que ce n'est pas son expertise, mais suivant son business et son modèle économique, on lui donne un package qui lui permet, en fait, s'il veut héberger son site Internet, il l'héberge, il veut héberger son back-office, il y a aussi une plateforme pour le faire. S'il veut gérer autre chose, ça dépend de ce qu'il veut, mais c'est une suite où dedans, on essaie de mettre tous les services dont une entreprise comme une PME, une start-up pourrait avoir besoin. C'est ça, en fait, l'idée. Et on est en train d'y travailler. À côté, il n'y a pas aussi la couche cloud, on a aussi une couche data services. La couche data services, c'est nous aussi nous sommes en train de travailler dessus, ce n'est pas encore finalisé, mais l'idée, c'est de pouvoir stocker aussi sous forme de backup, de pouvoir restaurer des données, de pouvoir intervenir très rapidement pour backuper des données, récupération de données, donc tout ce qui touche à la donnée, qu'on puisse très rapidement pouvoir les restaurer, les mettre à la disposition des clients. Donc, vraiment, sur ces deux points-là, sur la couche cloud et la couche data, il y aura des offres qu'on est en train de mettre en place. Diamniadio, on a une capacité actuellement de stockage IT de plus de 1 teraoctet. On essaiera de l'augmenter au fur et à mesure que les besoins sont là. Mais l'idée, c'est qu'on ait une offre cloud. À terme, on ne parlera même plus des francs, on ne parlera que des services. Voilà, vous avez votre modèle, vous êtes une entreprise, vous êtes un secteur public ou privé. Nous, on vous installe tout est virtualisé, on propose des solutions cloud. Merci, sachant que le cloud aussi, il y en a du côté de Microsoft, du côté des GAFA, comme on dit, on ajoute d'ailleurs le M de Microsoft, ce qui donne GAFAM. Henri Ousmane Henri, comme ça je mets le Ousmane avant. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Alors, il a parlé tout à l'heure de réplication et d'internationalisation. Aujourd'hui, j'imagine que l'offre de base pour le Sénégal serait d'avoir un site principal Diamniadio et une réplique quelque part sur le territoire. Mais du fait que vous ciblez quand même de l'international alors je ne sais pas si c'est moyen ou long terme, est-ce qu'on peut imaginer des données qui sont même répliquées hors du Sénégal? Parce qu'on a vu le problème avec OVH qui a eu des sites qui ont brûlé. Qui est parti sans laisser d'adresse, comme on dit. Voilà, qui est parti sans laisser d'adresse. Donc, est-ce que du backup à l'international, c'est quelque chose qui peut être entendu? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Diamniadio, c'est le site vraiment, c'est le site primaire, en tout cas, du centre du Sénégal. Le site secondaire, le backup de Diamniadio sera construit à Kaolack. Voilà, ça sera construit quelque part à Kaolack. On aura à peu près... Chez les CRR, c'est une bonne décision, ça. Voilà, en fait, l'idée c'était de sortir de Dakar. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez chez Orange, chez Free ou chez nous, si à Dakar, je ne le souhaite pas au niveau de la région de Dakar, on a un problème qui fait que plus personne peut se connecter ou plus personne peut accéder à vos données. Le problème restera entier. Donc, l'idée, c'est le site de backup de le sortir complètement de Dakar, la région de Dakar, d'aller très loin, pas trop loin pour respecter quand même les standards entre un site nominatif et un site secondaire. Mais Kaolack a été choisi comme ça. L'idée, c'est aussi de doter Kaolack d'une infrastructure réseau en termes de transmission qui soit différente du réseau que nous avons aujourd'hui au niveau de Diamniadio, de manière à ce que même si le réseau tombait, Kaolack sera toujours disponible. Après, pour la partie backup ou restaurer des données, je pense que ça dépendra de la motivation et de la vision que nous avons et que la vision aussi que le président va nous fixer, parce que c'est aussi, à un moment donné, on dépasse le cadre du manager qui parle, c'est la politique de l'État à un moment donné. Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal que quand on parle du data center de Diamniadio, qu'on puisse avoir un site en Mauritanie, un site en Gambie ou au Burkina Faso. Pourquoi pas? Si demain, le cadre communautaire prend le dessus sur le pays, certainement, les data centers du Sénégal deviendront peut-être une infrastructure
de la CEDEAO et il faudra le gérer et le piloter par les pays de la CEDEAO et on aura beaucoup de sites au niveau de la zone communautaire. On peut venir avec un pays comme un pays donné de la CEDEAO qui nous dit, nous, on accepte que vous donner nos données stratégiques chez vous, mais à une condition que vous ayez un site chez nous. Oui. Ça peut arriver. C'est ça. Et donc, du coup, dans notre modèle économique, on le construit de manière à ce que rien ne nous empêche, dans les sites que nous allons construire, qu'on le construit au niveau de la zone communautaire. Donc, mais tout ça, c'est le modèle économique qui va le valider, l'orientation, la vision aussi du président de la République là-dessus, à travers le ministère et la DIE actuellement, le CNUM demain. Donc, tout ça, c'est en train de se construire et il faut qu'on attende un tout petit peu que les choses soient un peu claires pour qu'on comprenne quel sera le positionnement du CNUM, pourquoi le CNUM a été créé et que la DIE va disparaître. Et à partir de là, nous, on pourra aller dans ce sens-là. Merci Ousmane. Merci Ousmane. Merci beaucoup pour l'invitation et beaucoup de courage à mon Tourondo. Oui, à notre Tourondo. Merci. Voilà, merci beaucoup Henri. Et vraiment, on vous souhaite à vous aussi beaucoup de courage parce que vous faites des choses intéressantes dans le domaine de la santé digitale avec la digitalisation du carnet. Ça s'appelle comment encore? Du dossier médical du patient. Du dossier médical du patient. On sait que c'est très, très important parce que, pour le dire en un mot, il s'agit par exemple, quand on se rend dans un hôpital A, en étant référé à un hôpital B, qu'on ne soit pas obligé de partir avec une pile de dossiers parce que sur place, il suffira de donner quelques codes pour que le soignant ressorte un peu le dossier qui est déjà digitalisé. On sait combien au Sénégal, on rencontre des cas comme ça où quelqu'un vous dit, je suis obligé d'acheter de nouveau l'ordonnance, je suis obligé de refaire l'analyse parce que j'ai perdu les résultats, par exemple. On sait que c'est très, très important quand on parle de données médicales. Pour moi, ce sont les premières données d'ailleurs parce qu'elles déterminent qui nous sommes simplement, si nous devons vivre ou pas. Donc, merci Henri et bravo à vous pour la suite et à travers vous, on salue également votre représentant Joseph Kenem au niveau du Sénégal parce que vous êtes vous avez quitté le Sénégal pour vous installer ailleurs, chez Macron, comme Montourolo qui vient de revenir. Alors là, nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre qui est revenu, qui a déjà réussi, j'imagine bien, son comeback au Sénégal, Amadou Ly, membre du collège de l'ARTP, mais évidemment qui réagit, qui intervient aujourd'hui à titre individuel. Est-ce que Amadou nous entend? Et après lui, nous allons donner la parole au reste du public qui la demande. Est-ce que Amadou Ly... Oui, allô? Amadou, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonjour Ousmane, bonsoir. Bienvenue. Vous allez bien? Merci de m'accueillir une fois. Je vous en prie. Je suis très ravi de participer à ce panel. Je commencerai d'abord mes propos par accueillir, féliciter et encourager mon jeune frère, notre frère Ousmane Bob, que je connais très très bien, que j'ai eu à connaître, et dont je connais les compétences purement humaines, purement professionnelles. Donc c'est un plaisir que de voir nos jeunes frères et l'ensemble des Sénégalais de la diaspora revenir, surtout dans des postes stratégiques comme celui-là. Donc bienvenue et félicitations. Ceci étant dit, par rapport à la thématique, j'avais quelques éléments de réflexion. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ousmane pour le partage des systèmes, pour le partage des données, et que, in fine, le seul centre data center ne pourrait être le seul à pouvoir héberger en tout cas la totalité de nos données. Et stratégiquement, on sait que, comme il l'a bien vraiment dit, il faudrait avoir des backups. Et c'est à nous d'être intelligents au Sénégal, d'avoir une démarche intelligente pour pouvoir partager quand il le faut, que l'un ou l'autre soit backup et sauvegarde de l'autre data center. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir parce que aujourd'hui, il est à compter, on peut parler de 5-6 data centers, de petits ou de grands, de taille et de dimensions différentes. Mais en est-il que tous devons être intelligents parce que la bataille, elle ne va pas être là. Elle va être ailleurs. C'est la couche service, il en a parlé. L'infrastructure, la data center, tout ça, c'est finalement des moyens.
les moyens qu'on se donne pour réussir vraiment le grand chantier du numérique dans toutes ses facettes, au regard aujourd'hui de l'envolée des besoins en termes de data, en termes de besoins. Aïe. Vous m'entendez? Allô? On vous entend très bien, Amadou, et on salue les enfants. Voilà, donc voilà quoi. J'ai voilà, du mal très bien. Mon fils qui non, mais c'est très bien, allez-y, c'est très naturel, voilà. Allez-y. Donc c'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit très intelligent et qu'on fasse même vraiment des forums ou des moments d'échange, de partage entre toutes les personnes qui ont des data centers. On ne doit pas se cacher. On est des concurrents, d'une certaine manière, on est des concurrents dans l'offre de service. Ça, c'est vrai. Mais comme l'a dit Ousmane, on doit se compléter. Hein, chercher ce mot-là. On est complémentaires. Dans ce sens où Ousmane a besoin d'héberger ses données, il a besoin d'avoir un backup. Donc, de manière intelligente, on doit avoir des tuyaux fermés qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir donc se backuper, si on peut dire comme ça. Mais en même temps, l'offre de service obéit au marché, à la concurrence. Par exemple, une petite start-up aujourd'hui ou une entreprise n'hésiterait pas simplement à aller se faire héberger par un data center qui est à l'extérieur du Sénégal parce qu'il y a une offre de service SaaS ou en fonction des offres de cloud qu'on a. N'hésiterait pas parce que c'est pas cher, parce que c'est coûteux. Donc d'aller ailleurs. Donc comment nous pouvons faire pour avoir une compétitivité réelle qui permet à nos jeunes champions, les entreprises, de rester au Sénégal et de pouvoir donc trafiquer, de travailler comme il se doit. Donc ça, c'est une question fondamentale de mon point de vue. Ensuite, ce que je regrette un peu, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on ait un seul point d'échange, notre CENIX, qui je ne sais même pas actuellement où est-ce qu'on a. Qui ne donne plus de nouvelles, qui ne donne pas de nouvelles, oui. Et ça, c'est un problème, c'est une faiblesse. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs forums et de voir un peu complètement combien de points d'échange on a en Afrique. On n'est même pas on était au 3%, 4% du nombre de points d'échange. Et en Afrique du Sud, on avait plus de 17 points d'échange. Même en Gambie, le point d'échange est fonctionnel. Dans le Maghreb, on a 1 ou 2 points d'échange par pays. Et nous, aujourd'hui, c'est une faiblesse. Avoir un point d'échange nous aiderait aujourd'hui à être encore beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compétitif. Donc là, je pense que j'interroge Ousmane. S'il a pris vraiment la dimension de cette affaire-là, s'il est au courant de où est-ce qu'on en est. En tout cas, ça serait bien qu'on en ait 1 ou 2. Ça pourrait nous aider. Autre chose, il a abordé également, c'est le data center backup qui serait dans le pays. Moi, ce qui me plairait, c'est qu'on ait des data centers, même de moindre envergure, mais qui ne sont même pas connus. On est un data center à Foundiougne, ou bien à Joal, ou bien... je sais, à Ndiaganiao, des petits centres extrêmement stratégiques qui n'auraient pas la taille de Diamniadio, mais qui seraient stratégiques parce qu'on a de la fibre optique, on a de la donnée, et aujourd'hui, nos données militaires... On a d'ailleurs des surcapacités. Côté voilà, en termes de capacité, est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre d'avoir un data center à Saint-Louis, à Diourbel, dans le cœur du Sénégal, qui est extrêmement stratégique, qui n'est connu que par les sachants, qu'on construirait avec des équipements de taille moyenne, mais qui nous permettrait aujourd'hui de pouvoir sauvegarder des éléments qu'on peut qualifier d'extrêmement de hautement stratégiques. Vous savez, par exemple, un pays comme l'Allemagne, un pays comme la France a à peu près une centaine de data centers. Aujourd'hui, ils sont un peu éparpillés partout. Mais il est difficile de dire que telle donnée est dans tel data center, parce que l'offre, elle est là. Ce qu'on pourrait avoir au Sénégal, c'est exactement des data centers 3, 4, 5, 6, 7. En tout cas, certains peuvent ne même pas être connus par les non-sachants et être extrêmement stratégiques. Une question que je pose à Ousmane, souveraineté numérique signifie-t-il simplement avoir toutes mes données chez moi? Est-ce que c'est ça, souveraineté numérique? Parce qu'il faut qu'on fasse attention aujourd'hui. Quand le président de la République, il a dit, je souhaite que toutes les données soient transférées à Diamniadio. Il l'a dit, mais il le dit parce que c'est son souhait. Mais est-ce que réellement, c'est stratégique d'avoir toutes mes données de tous mes pays dans un seul bloc? Voilà, on en a parlé, mais il faut que nous en tant que conseillers du président, en tant que conseiller de l'État, en tant que force de proposition, qu'on arrive à être très, très stratégique et de faire des propositions pertinentes pour montrer que nos données sont chez nous, mais elles sont tellement redondées, backupées,
Et quelque part, donc je reviens à la question, souveraineté numérique veut-il dire que toutes mes données sont hébergées dans mon pays? Merci. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir nos données, par exemple, comme Ousmane l'a dit, c'est une stratégie qu'il faut prendre en Gambie, en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau ou au Norvège ou en France, etc. Est-ce que ça, c'est envisageable? Une dernière question, c'est que les entreprises privées, au regard des offres de services et des tarifs proposés, ailleurs, il faut faire en sorte qu'ils regardent l'offre du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, moi, je serais très heureux de voir la Sonatel gagner ces marchés partout, parce que la Sonatel, elle est là, elle concurrence tout le monde, ici et ailleurs. Free, qui est chez nous aussi, c'est nos champions. On veut que nos opérateurs soient des winners. Et c'est d'ailleurs là l'intérêt de tout le data center, c'est de dire que voilà mes besoins pour l'État, peut-être ce sera 30 ou 40% de ma capacité, mais pour tout le reste, je le mets à la disposition des tiers. Des tiers, c'est les opérateurs, c'est les entreprises privées. Donc, c'est toute une intelligence qu'il va falloir prendre dans les couches réseau et les couches physiques pour pouvoir préparer l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est les services. C'est les services, c'est tout ce qu'on peut faire en data center en termes de services et intelligence artificielle, la 5G qui va arriver. Donc, il n'y a pas de limite. Mais construisons, comme je dis toujours à Ousmane, construisons notre pays, construisons les routes, les autoroutes de l'information et mettons les couches physiques, les couches réseau nécessaires pour pouvoir demain donner la main à toute l'intelligence qui se balade partout. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Et donc, je ne me suis pas présenté, mais bon, je suis ingénieur en télécom. Je suis membre du collège de la RTP. J'ai, comme Ousmane, fait 17 ans en France, où j'ai occupé plusieurs postes de responsable télécom, de conseil, de consultant dans les marchés télécoms, dans les appels d'offres télécoms, dans l'aménagement numérique des territoires, les infrastructures, la mutualisation, etc. Ce sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Et donc, je vois que le Sénégal, quand même, fait des pas de géant, même si des fois, on a l'impression que c'est un peu lent dans le rythme de décision. Mais il ne faut pas qu'on crache sur ce qu'on fait. On a vu dans la sous-région, on n'est pas trop mal loti, mais on devrait avoir accéléré la cadence encore. Merci beaucoup. Merci. Mais merci Amadou, merci beaucoup. Merci. Il a dit à Ousmane Bob, Amadou, il faut d'abord un bon aménagement numérique du territoire. Et à partir de là, maintenant, on pourrait dérouler tranquillement dans un pays où on creuse beaucoup, où parfois il y a de la redondance, alors qu'avec un bon partage, une bonne mutualisation de l'infrastructure, on pourrait gagner beaucoup de temps. Ousmane Bob sait que c'est impossible, mais est-ce qu'en une minute, vous pourriez répondre à Amadou? Parce qu'il y a Abou Ellam qui demande la parole et tant d'autres encore, alors que ce panel est presque arrivé à son terme. Tout à fait. Tout à fait. Merci Ousmane et bonjour Amadou. Effectivement, on se connaît comme il a si bien dit. Sur le point d'échange, je suis d'accord avec lui. J'ai pas de... je suis en phase avec lui. Un pays comme le Sénégal ne peut pas avoir un seul point d'échange qui est le CENIX. Je ne sais pas ce qui se fait actuellement là-dessus, mais je pense que dans tous les cas, ça fait partie des sujets qu'il faudra mener, peut-être avec le CENUM, qu'il faudra voir comment on peut faire pour augmenter ces points d'échange-là, pour en avoir 3, 4, 5 au niveau du territoire. Donc, sur ça, je suis en phase avec sa réflexion. Sur la partie start-up, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage du data center de Diamniadio, c'est que c'est un data center national, c'est du service public qu'on fait. On a un marché qu'on veut développer, c'est-à-dire le marché des startups qu'on veut le développer. On voit aujourd'hui qu'il y a pas mal d'initiatives là-dessus. Récemment, le président a pris un décret au niveau du Conseil des ministres sur les startups, en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se créer pour cette tranche-là d'entrepreneurs. Nous, ce qu'on va faire, on va construire une offre dédiée aux startups, c'est-à-dire nous voulons qu'ils viennent, nous voulons qu'ils travaillent, nous voulons qu'ils développent leur business à travers le PTN qui est juste à côté de nous, qui est notre voisin. Je pense qu'il y a des choses qui se feront de leur côté. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on voit une startup, qu'on peut l'aider, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui peut se créer, en tout cas on est convaincu, on peut même aller jusqu'à ce qu'on lui donne tous les services gratuitement.
hein, avec les startups, l'idée, c'est vraiment les pousser, quoi. C'est pas la notion prix qui est importante, mais voir jusqu'où ils peuvent y aller, comment on peut les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent une structure bien formée. Maintenant, côté souveraineté des données, j'ai l'habitude de dire, de prendre une analogie. On est Sénégalais au Sénégal, on est aussi Sénégalais en France, on est Sénégalais quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, c'est un peu la même chose, quoi. Quand vous allez à l'ambassade du Sénégal en France, vous êtes au Sénégal, mais vous n'êtes pas dans le territoire peut-être physiquement au Sénégal. Donc, ça sera un peu la même chose. Quand on parle de souveraineté numérique, c'est l'identité, que la donnée soit sénégalaise, l'identité juridique, c'est sénégalais. Maintenant, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, l'essentiel, c'est que le Sénégal ait la même mise de cette donnée-là, qu'il soit propriétaire de cette donnée. C'est ça qui est important. C'est ce que je voulais ajouter, la même mise sur la donnée, en fait. C'est ça l'enjeu. Oui, tout à fait. C'est la même mise. Hein. C'est la même mise qui est importante. Je donne un exemple qui est farfelu. Dans une ambassade, l'ambassade du Sénégal à New York, c'est le Sénégal. Hein? Il y a des protocoles, des règles diplomatiques, voilà, qui sont respectées par tous les pays là. Rien ne nous empêche là-bas de stocker nos données. Ça appartient au Sénégal. Même si physiquement les données, en tout cas les serveurs ou cette salle-là qui est construite là-bas, n'est pas dans le sol sénégalais. Mais je pense qu'actuellement, l'accent sera mis dans le territoire sénégalais quand même. Et selon notre évolution et l'évolution de notre business model, on verra maintenant où est-ce qu'on va aller sur des sites un peu communautaires. On parlera plus de la sous-région parce que ce qui va se faire demain, avoir un data center dans un pays de la CEDEAO sera la même chose, en tout cas en termes juridiques, qu'avoir un data center au niveau du Sénégal. Merci beaucoup Ousmane. Alors, on est arrivé à la fin du temps. J'ai envie d'emprunter le vocabulaire du football, du temps réglementaire, comme il y a un très beau match là qui arrive tout à l'heure dans le cadre de la Ligue européenne des champions. J'aimerais qu'on donne, peut-être même en dernier, avec la compréhension bien sûr du reste de nos discutants et du public globalement, à Abou Elham. Est-ce que Abou Elham nous entend? Si oui, un peu de concision ferait l'affaire, comme ça on clôture à temps. Abou Elham, est-ce qu'il nous entend? S'il ne nous entend pas, est-ce que Ibrahim Diop nous entend? Ibrahima? Oui, bonjour, je vous entends bien. Hein? Voilà, très bien, Ibrahima. Très rapidement, avec votre compréhension, on est arrivé à la fin du temps réglementaire. Là même, on rentre un peu dans le temps additionnel, mais c'est toujours important parce que, bien évidemment, Ousmane Bob, on n'a pas parlé de transformation digitale. Je promets certainement, dans la continuité un peu de cette série, qu'on ait un jour des data centers avec les autres administrations, le privé aussi. Amadou, très rapidement, peut-être un mot pour Ibrahima, pardon, un mot pour Ousmane Bob avant de conclure. En tout cas, bravo à vous, Ousmane. Donc, une question très rapide, hein, donc pour aller vite. Oui. Donc, vu les derniers incidents, les incendies en fait qu'on a vus successivement en fait sur les data centers de OVH, aujourd'hui, quels sont les risques majeurs en fait sur nos data centers de Diamniadio? Et la seconde question, vous avez déjà répondu, c'est comment faire face aux cyberattaques. Je pense que vous avez déjà dit que vous avez voilà, un centre de cybersécurité au sein du data center. Voilà. Très bien, merci Ibrahima. Ousmane Bob? Oui, tout à fait. Toute la partie sécurité, c'est vraiment l'enjeu. Hein. Et si OVH a été attaqué, cela veut dire que personne n'est à l'abri. Hein. Je pense que même les data centers de Amazon ou de Google peuvent être attaqués ou de Facebook. Il n'y a pas une structure qui peut dire que mes data centers ne seront jamais attaqués. Ça n'existe pas. On est dans l'informatique, ça bouge et l'erreur, elle est là en fait. Voilà, le risque, il est là. Donc, l'essentiel, c'est que on continue, nous, à travailler dans le cadre d'un plan de sécurité nationale parce qu'au niveau de la DIE, ils ont une direction des systèmes, de la sécurité des systèmes informatiques. Et nous, c'est avec cette direction qu'on travaille sur tout ce qui est politique sécuritaire en termes de cybersécurité ou autre. Il y a une charte aussi nationale de la sécurité des systèmes informatiques au niveau du Sénégal qui est pilotée, je pense, au niveau de la présidence. Il y a une école de cybersécurité qui est installée au niveau de l'ENAM. Il y a pas très longtemps, mais je pense qu'ils sont en train de faire des choses, même si la vulgarisation reste encore. Donc moi, je pense qu'on va profiter
de toutes ces ressources-là, l'idée, c'est que toutes les compétences ne peuvent pas être à Diamniadio, mais il faut que toutes les compétences soient disponibles au Sénégal. C'est ça l'idée, en fait. Et que ce soit au niveau de l'ENAM avec le centre de cybersécurité qui est installé là-bas, que ce soit au niveau de la direction de sécurité des systèmes informatiques de la DIE, et même pourquoi pas avec Gaïndé 2000 qui sont très bons, en tout cas sur la partie IT, en tout cas, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on se dote toujours, qu'on améliore, qu'on essaye de mettre en place, de se mettre à jour, d'avoir aussi des partenaires en cybersécurité qui nous aident sur des problématiques que nous allons rencontrer pour à chaque fois d'être sûr qu'on répond bien aux attaques que nous aurons prochainement. Maintenant, OVH, j'ai envie de dire que personne n'est à l'abri, hein, mais l'essentiel, c'est qu'on respecte nos protocoles, que nos protocoles soient suivis, que nos ingénieurs qui travaillent dans la sécurité soient tout le temps certifiés, que des échanges se font avec des experts partout dans le monde, que ce soit sénégalais ou autres, qu'on ouvre notre panel de partenariat en termes de cybersécurité et que notre centre de compétences en cybersécurité et en sécurité se développe pour pourquoi pas doter du Sénégal d'un des pays en Afrique qui dispose de ces compétences-là. C'est ça en fait l'idée. Mais vous dire que non, on est très bon, ça, je peux pas le dire aujourd'hui. On essaye de s'améliorer avec les standards, les normes, et on essaie à chaque fois d'aller chercher encore des ressources et de la compétence pour cette partie-là. Merci. Merci beaucoup, Ousmane Bob. Alors là, est-ce que Abdoulaye Sil nous entend? Abdoulaye Sil? Oui, je vous entends. Ouais, très bien, bienvenue à vous. On a fait un rapide contact par LinkedIn. Vous nous aviez parlé de votre intérêt ô combien stratégique même pour ce panel. On vous accorde une minute avec votre compréhension en échange avec Ousmane Bob. D'accord, je vous remercie pour cette importante émission qu'on suit vraiment avec attention. Aujourd'hui, dans le cadre de l'acquisition de cette supercalculateur, nous, on nous forme dans les métiers tels que l'IA, le big data, la modélisation, etc. Maintenant, aujourd'hui, on va bientôt, parce qu'on avait commencé la formation au mois de février 2020. Au courant de l'année 2022, on va bientôt terminer notre formation, Inch'Allah. Nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est est-ce qu'à la fin de notre formation, on pourrait nous recruter pour qu'on puisse travailler dans ce centre-là. Merci. Merci Abdoulaye. Ousmane, je pense qu'on en a parlé très rapidement. Je me fais toujours le porte-parole volontairement de nos startups. Est-ce qu'il y a de bonnes opportunités pour nos jeunes innovateurs? Ah oui, tout à fait. J'ai envie même de dire que c'est le moment parce qu'actuellement, on a vu qu'il y a le Sénégal numérique qui va être créé. Il y a le PTN qui est un village complètement, un village numérique avec 6 à 8 bâtiments, je pense que c'est 6 bâtiments. Dedans, il y a pas mal de services, des centres de recherche, des centres d'incubation, des centres de développement. Au niveau de Diamniadio, l'idée aussi, c'est de faire un clin d'œil à toutes ces compétences-là qu'on aura besoin forcément sur l'IA, sur le big data, surtout sur le big data. Aujourd'hui, quand on parle de data center, on ne peut pas enlever la notion de solution data comme le big data. Le big data prendra forcément, vu les milliards de données qu'on va avoir, certainement il y aura une solution big data, une suite big data qui sera installée au niveau de Diamniadio, un centre de service big data qui sera mis en place, qui pourra former dans des universités, intervenir dans des conférences pour peut-être pallier au déficit de compétences sur ces nouveaux métiers-là. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de perspectives d'emploi. Tout est à refaire aujourd'hui. J'ai envie de dire que tout est à refaire. Et ça sera aussi l'occasion de faire rentrer toutes ces compétences-là qui sont chez Facebook. Moi, depuis que j'ai pris fonction sur le data center de Diamniadio, j'ai reçu pas mal de CV
des Sénégalais qui sont chez Google, chez Amazon, qui sont à la Silicon Valley, au niveau du centre d'affaires de la défense, qui sont à la City en Angleterre. Et ce sont des gens qui ont des compétences extraordinaires, quoi, qui occupent déjà des postes à responsabilité dans ces grosses structures-là. Et l'idée, c'est de voir comment faire rentrer tout ce beau monde-là, pas simplement peut-être pour le centre de Diamniadio, mais sur les autres opportunités qui vont s'ouvrir au niveau du Sénégal. Donc, tout l'écosystème sénégalais, en tout cas, qui se construit au niveau de Diamniadio, connaîtra un bouleversement. Et dans ce bouleversement, c'est à nous de mettre la compétence et l'expertise d'abord en avant, ce qui va pousser ces experts-là de venir chez nous d'abord, de rentrer chez eux, ce que j'ai envie de dire, et aussi l'expertise sénégalaise qui est locale, qui est aujourd'hui ici, qui est à la Sonatel, qui est chez Free, qui est dans n'importe quelle structure privée ou autre, de pallier, de faire travailler tout ce bon monde-là. J'ai juste envie de dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, c'est à nous de l'organiser pour que chacun se trouve sa place. Merci beaucoup Ousmane. Je viens de partager d'ailleurs votre profil LinkedIn parce que l'idée avec ces panels, c'est de démarrer une longue série de discussions qui finalement ne va jamais s'achever parce que l'idée derrière, c'est d'avoir un contact régulier, un échange sur tout ce qui se fait parce que tout ce qui se fait appartient in fine aux Sénégalais. C'est donc normal que les Sénégalais, aussi bien les simples populations sur le terrain que les experts qui se connaissent comme vous, aient un regard là-dessus et un avis également là-dessus parce que ça appartient à tout le monde. J'étais très ravi, très honoré de vous avoir en exclusivité pour votre première sortie ici même. J'aurais pu en faire une interview unidirectionnelle où vous et moi seriez un peu devant une caméra. Mais j'ai préféré que ça soit un échange avec le public. Avec le public, j'ai envie de dire le peuple des après-midi de la tech. Et je suis très ravi après avoir entendu les retours de différents observateurs et autres acteurs sur ce qui se fait à Diamniadio. Dommage, je le disais tout à l'heure, que nous n'ayons pas eu le temps de parler de transformation digitale, même si indirectement on l'a fait. J'espère seulement qu'un jour, on pourra avoir les autres data centers. Je parle de Orange, je parle de Free, on en a parlé la semaine dernière. Je parle des autres administrations pour voir globalement les services qui peuvent être offerts, mais également la mutualisation et le partage de l'infrastructure qu'on peut faire autour de ces infrastructures de prestige pour le Sénégal, parce que vous l'avez dit, que l'on soit ailleurs ou ici, ce qui est important, c'est de faire bon usage de cela dans un contexte où l'ADIE a un surplus de capacité, ça on l'a dit, et on sait que la société numérique qui va être créée bientôt va prendre en charge cette problématique. On n'a pas parlé également du point SN. Dommage qu'Alex Corentin ne soit pas là pour porter un peu ce projet, mais bien évidemment, le point SN sera certainement abordé dans le cadre un peu de cette souveraineté à reconquérir sur nos données. Le chef de l'État l'a reconnu qu'ils sont éparpillés un peu partout. C'est le cas de tous les autres États. Et on rappelle d'ailleurs que la souveraineté reste un idéal. La souveraineté 100%, ça n'existe pas, mais on y tend. C'est comme en philosophie, donc on y tend. C'est comme en sagesse. On y tend, sachant qu'on n'y arrivera jamais. Mais au moins, on aura réduit de très bons kilomètres du chemin. Merci à tout le monde. J'étais très ravi de vous recevoir, vous tous, cet après-midi encore une fois. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mercredi prochain. On va mettre sur la table une autre thématique qui regarde notre actualité. Peut-être qu'on ne sera pas très loin du mobile money et du mobile banking comme c'est l'autre actualité. Ce panel fera l'objet d'un replay tout à l'heure sur l'ensemble de nos plateformes. Vous pourrez retrouver ce panel en replay avec bien évidemment le débat qu'il faut poursuivre. Et pour finir, après le profil de l'invité, je vous partage le profil de l'inviteur, façon de poursuivre le débat. Et merci à tous pour votre nombreux retours. Rendez-vous mercredi prochain. Excellente fin d'après-midi et très belle soirée à toutes et à tous.